Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Malheureusement, le cauchemar continue. D'abord la récession, après l'économie de guerre, l'effort de guerre, certains même parlent de troisième guerre mondiale, c'est assez incroyable. Et maintenant, ça y est, on veut puiser dans notre épargne, on veut du moins orienter notre épargne vers l'effort de guerre, c'est assez incroyable. On le craignait déjà depuis quelques mois, mais là ça y est, nous y sommes. C'est complètement fou. On vit un petit peu le scénario du coronavirus, on nous fait peur, on nous culpabilise, et maintenant donc ça y est, on veut toucher à notre épargne. Et en plus, les marchés financiers sont complètement déstabilisés. On a vu le dollar qui a été attaqué la semaine dernière, on va en parler tout à l'heure, avec également les marchés boursiers américains qui s'effondrent. Le CAC 40 résiste encore, mais néanmoins, il y a ce risque de krach boursier. D'où cette question, vous avez été très nombreux à me la poser. Guerre, récession, krach. Comment protéger son épargne? Notre épargne, effectivement, est en danger. Nous pouvons la protéger. Nous allons en parler, bien entendu. La question de la semaine, d'ailleurs, sera liée. Là aussi, vous êtes très nombreux à vous poser cette question. Peut-on ouvrir un compte à l'étranger et comment faire? Est-ce que c'est le moment? On répondra là aussi à cette question. Et on terminera quand même avec une bonne nouvelle relative, mais il en faut néanmoins. On doit toujours garder un petit peu d'optimisme, mais surtout, il faut être réaliste. Alors, commençons tout de suite avec un petit verbatim de ces dernières déclarations des dirigeants français et européens. C'est assez incroyable. Donc, on est en train de paniquer complètement. Enfin, l'establishment français et européen est en train de paniquer. Voici quelques déclarations de M. Macron lors de son allocution. C'est assez incroyable. Hein, voilà. Nous entrons dans une nouvelle ère. La Russie est devenue une menace pour la France. Vous savez qu'on a l'impression que ça y est, les troupes russes sont à la frontière de Paris où vont nous lancer, je dirais, une bombe nucléaire. Alors, ce qui est fou, c'est que quand on est, entre guillemets, pour la paix, alors, oh, vous êtes pro-russe, vous? Non, attendez, nous, on est pro-France. Avant tout, on veut sauver l'économie française, on veut sauver nos entreprises, on veut sauver notre épargne. Donc, arrêtez de vouloir faire culpabiliser, de vouloir être manichéen comme ça en disant ah, lui il est pro-russe, lui il est pro-cible. Non, l'important, le plus important, c'est de sauver notre économie, sauver nos économies également. Donc il faut regarder la réalité en face. Et là évidemment, on fait peur. Regardez, l'innocence est désormais révolue. Déclaration du président de la France tout de même. Hein. Il nous faudra du courage. Alors on avait le quoi qu'il en coûte pendant le coronavirus, maintenant c'est le quoi qu'il arrive qui a été répété à plusieurs reprises par le président. Et voilà, cette phrase incroyable, notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. C'est vrai que c'est assez anxiogène. Pourquoi fait-on ça? C'est ce que j'écris là, voilà, on veut faire peur comme pendant le coronavirus. Donc c'est un nouveau coronavirus, bon, russe, évidemment, 2 SE. On fait un peu d'humour, hein. Il faut garder un petit peu, évidemment, l'humour dans ce contexte particulièrement délicat. Alors, c'est généralisé. L'ensemble de ce que j'appelle l'establishment, hein, tous les hauts fonctionnaires français et européens sont en train de paniquer et ils veulent nous faire paniquer. Voilà, Charles Michel, l'ancien président du Conseil européen, donc un ami belge, on salue d'ailleurs nos amis belges, une troisième guerre mondiale est possible. Voilà, ça y est, c'est la fin du monde. Monsieur Hollande, ah oui, il faut faire très mal à Trump. Alors Monsieur Attali, qui est quand même l'artisan, ne l'oublions pas, avec Mitterrand, de l'augmentation de la dette publique, de tous les dérapages qu'on connaît, c'est quand même lui qui en était l'artisan. Trump suit exactement le chemin de Hitler. Mais attendez, comment peut-on sortir des phrases pareilles? C'est des phrases avec des conséquences assez dramatiques. Et alors voilà. Ça y est, la conséquence logique, M. Lecornu, ministre des Armées, nous dit « Il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, de mobilisation volontaire. » On dit toujours au début « Oui, c'est volontaire », puis après, le volontaire devient un petit peu obligatoire. Et M. Lombard, ministre de l'Économie, on souhaite que les acteurs privés soient mobilisés. Les investisseurs, les compagnies d'assurance et les banques. Oui, ça fait peur tout ça, parce qu'évidemment, c'est notre épargne, bien entendu, qui est en danger. Donc, que peut faire effectivement l'État français pour augmenter les dépenses militaires? On nous l'a dit, on est autour des à peu près 50 à 60 milliards d'euros de dépenses militaires chaque année. On veut monter à 100 milliards au cours des prochaines années. Bon, ben, ça a un coût, évidemment. Donc, que nous dit-on? Alors, ce qui est incroyable, c'est que personne ne parle du bon sens, qui serait de réallouer les dépenses publiques. Ben oui, on a 57% du PIB de dépenses publiques, avec énormément de dépenses de fonctionnement, je vais y revenir. Pourquoi ne pas prendre ces dépenses et les mettre justement sur la défense? Mais non, ça, on n'y pense pas, non, surtout pas. Je ne parle même pas du social. Les dépenses de fonctionnement. Personne n'en parle. Non, on ne pense qu'à notre épargne, on ne pense qu'à faire souffrir les Français finalement, alors que les Français se serrent la ceinture depuis déjà des années. Pourquoi c'est encore les Français qui vont devoir payer? Non, c'est à l'État, aux hauts fonctionnaires, aux dirigeants français de payer, bien entendu. Aujourd'hui, l'État dépense n'importe comment, il faut qu'il réfléchisse mieux pour utiliser mieux justement ces dépenses publiques. Ce n'est pas aux Français à payer. Alors donc on nous dit, oui, on va créer un grand emprunt national. Là aussi, le problème c'est que, on verra tout à l'heure, les taux d'intérêt ont flambé,
Donc comme les taux d'intérêt flambent, ça va coûter de plus en plus cher, parce que si on veut attirer les investisseurs, il faudra des taux d'intérêt supérieurs au taux d'intérêt de marché. Là, le taux d'intérêt, le 10 ans français, il est à 3,6%, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des taux d'intérêt à 4%, ça va nous coûter extrêmement cher. Après, on nous dit, tiens, peut-être on va créer une taxe exceptionnelle. Ça, c'est très dangereux, un peu comme la CSG, la CRDS. Vous vous rappelez, à la CSG, à la base, c'était 1%. On dit, oui, c'est juste pour financer la sécurité sociale, ça ne va pas durer, c'est juste 1%. Maintenant, on est à 9,2%. Sur l'épargne, avec toutes les cotisations sociales, on a 17,2%. Bon, c'est pas sérieux. Après, on nous a fait le coup de la CRDS en 96. Ça, c'était en 91. CRDS en 96. Un impôt temporaire, ça va durer 13 ans. Bon, on est en 2025. La CRDS est toujours là, bien entendu. Donc, vous voyez que tout ça pour dire, attention, ça, c'est très dangereux parce que on veut justement nous faire peur, on dit, bon, on fait un petit impôt, ça ne va pas durer. Et finalement, évidemment, ça dure et ça impacte l'économie, ça casse l'activité économique. Alors là, on a eu un temps l'idée de réallouer l'épargne du livret A. Ah oui, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup d'épargne sur le livret A, soi-disant, il y a à peu près 415 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus énorme. Alors on se dit, ben voilà, tiens, on va mobiliser ça et puis on va le mettre vers la défense. Il y a un petit problème, c'est que le livret A, normalement, les sommes collectées sur le livret A sont destinées au logement social. Donc, si effectivement, déjà, il faut changer la loi, peut-être, mais si on enlève ces sommes pour la défense, eh bien, comment va-t-on financer le logement social? Et puis surtout, il y a un pacte avec les Français qui ont mis leur argent sur le livret A. Je rappelle que le taux d'intérêt, d'ailleurs, était abaissé, on n'est plus qu'à 2,4%. Donc là aussi, si on va vers la défense, quid du logement social? Et donc, on sait que le bâtiment est déjà dans une situation catastrophique, ça va aggraver la situation également. Donc vous voyez, on marche sur la tête. Et alors bon, ce qui est a priori maintenant, ce qui se dessine, c'est, alors non pas de ponctionner, bien sûr, ça pourrait être une ponction autoritaire de l'épargne des Français, mais non, on va la réorienter, on va vous inciter, entre guillemets, à mettre une partie de votre assurance vie sur la défense, etc. Alors on n'a pas encore les détails, on les aura le 20 mars, mais encore une fois, ce n'est pas sérieux. On n'a pas à toucher l'épargne des Français qui est une épargne privée. Et quand bien même, à quoi va servir cette épargne? Moi, je veux bien, si on me dit oui, effectivement, grâce à cela, eh bien, la France et l'Europe vont être protégées définitivement, il n'y aura plus de problème, tout va bien se passer, on n'est même pas sûr. Que va-t-on acheter avec ces milliards? Alors peut-être des armes françaises ou des armes américaines ou des armes d'un autre pays? Va-t-on faire le service militaire? On ne sait pas. Donc on vous prend l'argent et puis on verra après. Non, là aussi ce n'est pas sérieux. Il faut donner un engagement effectivement de ce qui va être utilisé et comment cette épargne, cet argent va être utilisé. Mais encore une fois, moi je suis contre cette utilisation de l'épargne. On n'a pas le droit, si l'épargne est privée, c'est beaucoup de Français, parce que ce n'est pas l'épargne des très riches, bien sûr, hein, c'est la classe moyenne qui a mis toute une vie à accumuler un petit peu d'épargne, nous dit maintenant on va vous la prendre, puis on va voir ce qu'on va faire avec. Non, ce n'est pas sérieux, et encore une fois, il faut regarder la réalité en face. Alors justement, moi ce qui me rend fou, c'est qu'on ne parle pas des dépenses publiques. Parce que là aussi, hein, regardez les dépenses de fonctionnement. Donc là, on a le détail des dépenses publiques au troisième trimestre 2024, donc sur un an. Évidemment, il y a toujours les prestations sociales, c'est 33,3%, 553 milliards. Les transferts sociaux en nature, notamment les remboursements de médicaments, 183 milliards. Donc au total, hein, les deux lignes, ça fait 736 milliards. Mais regardez, le second poste, c'est quoi? Dépenses de fonctionnement, 537,2 milliards. 32,3% de l'ensemble des dépenses publiques. Regardez bien, depuis 2021, ça a augmenté de 91,8 milliards et ça, certainement à la fin 2024, ça fera 95 milliards d'augmentation. Les voilà les milliards pour la défense. Dépenses de fonctionnement, ce n'est pas du social. Voilà où on peut utiliser, regardez bien, ça a augmenté de 20,6% depuis 2021. Et nous, on veut nous faire culpabiliser. Ils sont là les milliards, voilà où il faut les utiliser bien entendu et réallouer. Pourquoi faire payer encore une fois les Français? Donc la solution, elle est là. Le problème, c'est que nos dirigeants n'ont pas le courage de la mettre en place. Ces dépenses de fonctionnement, je rappelle ce que c'est. Ce sont évidemment les salaires, hein, les frais divers et variés, les frais de bouche, hein, les déplacements, etc. On a également tout ce qui concerne, vous savez, les ODAC, organismes d'administration centrale. Il y en a 700. Ça coûte plus de 150 milliards d'euros par an. Donc, je ne dis pas qu'on doit tout enlever, mais quand même, voilà, là, il y a de l'argent qui ne sert pas à grand-chose. On pourrait justement l'utiliser pour la défense, qui, a priori, est déterminante aujourd'hui. Alors, faisons-le. Pourquoi on ne le fait pas? Vous voyez? Et on nous parle encore de l'épargne. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, justement, l'épargne française, une petite photo, hein, chiffre de la Banque de France, donc au troisième trimestre 2024, on a 6 400 milliards d'épargne. Donc, hors immobilier, l'immobilier, enfin tous les placements, on va dire immobilier, terrain, etc., c'est à peu près 9 000 à 10 000 milliards d'euros, mais on a donc 6 400 milliards d'épargne financière. Alors comment ça se répartit? Et bien sûr, le gros lot, entre guillemets, c'est l'assurance vie et l'épargne retraite, plus de 2 000 milliards d'euros, donc c'est 32% du total. Après, on a les actions cotées et autres participations, notamment un chef d'entreprise qui détient son entreprise. Bon, bah, on estime que c'est des actions non cotées, évidemment, qu'il détient.
soutient, donc c'est 1440 milliards à peu près. Après, les dépôts bancaires rémunérés hors livret A, 950 milliards. Les dépôts à vue, 752 milliards. Et ne laissez pas trop sur vos comptes à vue, parce que là, il y a une petite manne, vous voyez. Donc ça, c'est facile évidemment à prendre une petite ponction. Ça peut être très dangereux. Actions cotées, donc 492 milliards. Donc là, c'était les actions non cotées. Là, c'est les actions cotées en bourse, et notamment via le PEA, avec c'est pas non plus énorme, c'est que 7,7% du total. Et le livret A, alors c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais finalement, ce n'est que 414 milliards d'euros, donc 6,5% du total. Donc on se rend bien compte que, voilà, que veut-on puiser? Encore une fois, cette épargne, elle est privée. C'est, je dirais, ce qui a été accumulé, entre guillemets, ce qui a été sauvé pendant toute une vie de travail. Donc là aussi, pourquoi faire payer les Français alors qu'on peut très bien faire payer, entre guillemets, la dépense publique, qui est parfois, disons, inutile, qui est parfois superflue. Donc là, il faut s'attaquer à cela, mais non, on n'en parle toujours pas, et c'est ça qui est très dangereux. Toujours-il qu'en attendant, eh bien, depuis la semaine dernière, depuis que finalement Mme von der Leyen a annoncé qu'on allait déraper sur les comptes publics, même les Allemands ont annoncé ça, vous vous rendez compte, hein, M. Merz, le nouveau chancelier allemand, nous a dit on va finalement, mais nous aussi on va faire comme les Français, on va augmenter nos déficits et notre dette. Donc évidemment, les investisseurs se sont dit oulala, qu'est-ce qui se passe si la seule règle qui était respectée dans la zone euro, et encore par certains pays, notamment l'Allemagne, même l'Allemagne ne la respecte plus, ça ne vaut plus le coup d'investir dans la zone euro. Et donc ça devient très dangereux, et donc les taux d'intérêt, effectivement, les obligations d'État ont flambé, y compris en Allemagne. Enfin, il y a bien, regardez, là, cette tendance assez incroyable. On était à 2% il y a encore quelques semaines. On est maintenant à quasiment 3%, 2,9% sur le taux de 10 ans allemand. Vous voyez, c'est des plus hauts quand même depuis là aussi 2011. On les avait touchés donc en 2023 lorsqu'il y avait encore une forte inflation. Mais néanmoins, on se rend bien compte que là, c'est en train de se tendre. Et surtout, regardez la vitesse. Ça va extrêmement vite. Pourtant, l'Allemagne est toujours triple A. Alors, ce qui est fou, c'est que la Banque Centrale Européenne, la semaine dernière, a baissé ses taux directeurs. Elle a essayé de calmer le jeu. Quand les taux d'intérêt, donc des obligations d'État montaient, elle a dit non, moi je vous baisse mes taux pour calmer le jeu. Ça n'a pas marché. Regardez bien. Donc là, ça c'est le taux de la Banque Centrale Européenne. La courbe bleue, elle a baissé donc à 2,65% sur le taux d'intérêt donc REFI, donc un plus bas depuis le début 2023. Regardez, c'est la courbe bleue. Pourtant, la courbe rouge, taux d'intérêt 10 ans allemand, ben non, ça a continué d'augmenter. Ça, c'est vraiment une sanction. Ça veut dire que les investisseurs ne sont plus du tout confiants dans la Banque Centrale Européenne. Et quand on me dit oui, elle pourra faire la planche à billets, non. Déjà parce que ça va créer de l'inflation, surtout ça va casser encore la crédibilité de la zone euro, et donc les taux d'intérêt des dettes publiques vont augmenter, donc les taux d'intérêt de nos crédits pour les ménages, les entreprises vont là aussi augmenter, ce qui va casser l'activité, aggraver la récession, faire monter le chômage. Donc nous n'oublions pas, à la fin, c'est toujours malheureusement les citoyens, les entreprises qui payent. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc là, c'est le cas allemand. Donc même les Allemands, le taux d'intérêt augmente. Vous vous rendez compte, c'est quand même une nouveauté. Et parallèlement, si ça monte en Allemagne, ça monte aussi évidemment en France. Le taux d'intérêt à 10 ans est monté jusqu'à 3,6%. Au moment où je parle, il est à 3,55% exactement. Donc on les voit 3,6% pour arrondir. Regardez bien, ce sont des plus hauts depuis novembre 2011. Novembre 2011, c'était encore la grave crise grecque. On était encore à deux doigts de faire exploser la zone euro. On était inquiets. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà comment les investisseurs considèrent la France. Et je rappelle que plus de 54% de la dette publique française est détenue par des étrangers, par des non-résidents. Alors après, dans ces 54%, il y a beaucoup d'opacité, on ne sait pas qui détient quoi, on sait qu'il y a à peu près la moitié d'Européens, et l'autre moitié, c'est essentiellement États-Unis, Chine, pays du Golfe. Donc là aussi, si on ne rassure pas, eh bien, ces investisseurs vont moins venir et les taux d'intérêt vont augmenter. Alors il y a aussi un autre élément lié à l'Allemagne, c'est que jusqu'à présent, l'Allemagne faisait attention à ses comptes publics, donc maintenant elle dit, bon, je lâche tout, donc elle va devoir émettre des nouvelles obligations, elle va faire appel aux investisseurs pour financer sa dette. Or, l'Allemagne est toujours pour l'instant triple A, la France double A, bientôt simple A. Donc un investisseur, quand il va voir de la dette publique allemande, la dette publique française, il va dire je préfère la dette publique allemande. Donc nous, on va avoir beaucoup plus de mal à attirer les investisseurs, sachant que cette année, on doit émettre 340 milliards d'euros de nouvelles dettes, avant même l'effort de guerre. Ça, c'est pour la France, 340 milliards de nouvelles dettes, sauf que si les Allemands émettent plus de dettes, ils vont attirer les investisseurs. Et donc ça va nous priver justement de ces fonds, ce qui va là aussi encore aggraver l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà le drame. Vous vous rendez compte que ce qui s'est passé en quelques jours, le simple fait de dire bon allez, ça y est, l'économie de guerre, on va déraper sur les comptes publics, voilà les conséquences. Ça, c'est pas des conséquences dans le vide, c'est des conséquences bien sûr pour l'État français qui va payer de plus en plus cher sa charge d'intérêt de la dette, et également pour les Français, parce que comme j'évoquais tout à l'heure, ça va casser l'activité économique et faire du chômage. Et alors ce qui est incroyable, c'est que
Dans le même temps, les taux d'intérêt ont augmenté partout, mais si on se compare par exemple, vous voyez, au Portugal, encore et toujours, parce que là on pourrait se dire, bon bah la France, bon finalement, puissance nucléaire, etc., ça va calmer le jeu. Mais pas du tout, il y a toujours un écart de taux d'intérêt. Alors on était monté à 30 points de base d'écart entre le taux de 10 ans portugais et le taux de 10 ans français, donc en plus pour le taux de 10 ans français, et là on est toujours à peu près 20 points de base. Ça veut dire que la France n'inspire toujours pas confiance, les investisseurs font plus confiance dans l'État portugais pour réduire sa dette, d'ailleurs ils ont raison, puisqu'il y a un excédent public aujourd'hui au Portugal, et alors que pour la France, on est sur des déficits permanents et on va encore les augmenter. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé quand le président a dit oui, non, mais on va enlever les dépenses militaires du déficit. Ok, on va enlever de ce qui est affiché, mais par contre, elles sont toujours là. Donc le déficit sera toujours là, il sera toujours plus important, il faudra toujours le financer. Vous vous rendez compte? C'est ça qui est extrêmement dangereux. On joue aujourd'hui avec notre économie et je suis inquiet. Encore une fois, nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de la situation. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, hein. Regardez l'écart entre ce qu'avaient annoncé à chaque fois les gouvernements sur la charge d'intérêt de la dette et ce que ça a été finalement. Ça, c'est très intéressant parce que là, on a donc la charge d'intérêt de la dette. Combien ça nous coûte? Parce que certains disent oui, la dette, ça ne coûte rien. Mais non, ça coûte. Il faut déjà payer les intérêts chaque année. Regardez bien, chiffre de l'INSEE. Hein. En 2022, le gouvernement avait annoncé que ça allait nous coûter 38 milliards d'euros de charge d'intérêt. Résultat des courses, nous a coûté 50,9 milliards. Ah oui, il y a un petit écart. Après, en 2023, bon, ils se sont un petit peu calmés. Bon, ils ont dit 50 milliards. Ça a coûté quasiment 53 milliards. En 2024, on dit non, ça va coûter que 48 milliards. Vous voyez, ça a coûté 60 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Parce qu'évidemment, le gouvernement nous dit non, mais les taux d'intérêt ne vont pas augmenter. Quel manque de lucidité! Hein, quelle incompétence, j'ai envie de dire. Évidemment que dans une situation pareille, les taux d'intérêt continuent d'augmenter. On le sait très bien. Pourquoi masquer la réalité et sortir des chiffres faux, qu'on sait faux, évidemment, à l'avance? Vous voyez l'écart, quand même, 12 milliards d'euros d'écart entre ce qui avait été annoncé et ce que ça coûte. Voilà ce que ça nous coûte aujourd'hui. Ça, c'est les chiffres de 2024, hein, la dette publique. 60 milliards d'euros, vous vous rendez compte? C'est plus que le budget de la défense, justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et pour 2025, alors on nous fait le même coup, on dit non, ça va un petit peu augmenter, 61 milliards. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à trouver le chiffre. Finalement, j'ai réussi à le trouver grâce au rapport du Sénat. Mais en fait, ça va nous coûter facilement 70 milliards d'euros. Et oui, à chaque fois que les taux d'intérêt augmentent, ça alourdit la charge d'intérêt de la dette. Alors au début, ça coûte à peu près 2-3 milliards d'euros par an. Puis après, ça monte à quasiment 30 milliards d'euros supplémentaires par an au bout de 10 ans. Vous vous rendez compte? Ça coûte extrêmement cher. Et donc voilà le danger. Voilà la charge d'intérêt de la dette, l'historique de cette charge d'intérêt de la dette. Vous voyez que, bon, en 2020, c'était un peu particulier parce que le taux d'intérêt était extrêmement bas, mais vous voyez, on était quand même à 30 milliards d'euros, après on est monté un petit peu, et là on est à 70 milliards d'euros. Si ça continue comme ça, c'est-à-dire avec le manque de crédibilité de nos dirigeants et l'augmentation des déficits, eh bien, la charge d'intérêt de la dette pourrait atteindre, tenez-vous bien, 90 milliards d'euros en 2027. Ça sera l'héritage des deux quinquennats de M. Macron. Mais toujours est-il que 90 milliards. Vous voyez là, on est en train de se battre pour essayer d'avoir un budget de la défense de 100 milliards d'euros en 2030. Là, en 2027, on aura déjà 90 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette. Donc complètement fichu en l'air, si vous voulez, si vous me permettez l'expression. Parce que là, encore une fois, hein, pour tous ceux qui disent encore aujourd'hui la dette publique, c'est pas grave, ça ne coûte rien. Mais oui, ça coûte très cher. Ça nous coûte extrêmement cher chaque année, parce que là, c'est l'État qui paye, donc c'est les Français qui payent. Et donc, il faut utiliser nos impôts, justement, pour financer ces intérêts de la dette qui, encore une fois, ne génèrent pas d'activité, ne génèrent pas de croissance économique. Voilà le drame. Donc encore une fois, c'est ça qui aujourd'hui nous coûte extrêmement cher. Donc arrêtons d'augmenter cette dette pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que on va la faire rouler, comme on dit, cette dette pendant des décennies. Mais sauf que avant, évidemment, de devoir payer la facture, on ne paiera jamais le capital, c'est sûr, mais les intérêts, il faut les payer. Vous vous rendez compte? 90 milliards d'euros. Ce n'est pas sérieux. Je le dis à chaque fois, certains le soulignent, mais c'est vrai que moi je suis complètement effaré de voir ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, de voir ce manque de discernement de nos dirigeants. Où veulent-ils nous emmener? Je n'arrive pas à comprendre. Encore une fois, c'est du bon sens économique. Augmenter votre dette, ça fait augmenter la charge d'intérêt de la dette et ça coûte cher à l'ensemble de l'économie française puisque ça fait encore une fois augmenter les taux d'intérêt de tous les crédits. Donc ça casse l'activité donc de la consommation, de l'investissement, du logement, de l'immobilier.
On veut vraiment être dans une récession durable. Et quand on me dit non mais vous inquiétez pas, l'effort de guerre ça va faire de la croissance, attendez, encore faut-il avoir une industrie qui soit là, malheureusement ça va prendre des années, ça arrivera certainement, mais ça va prendre des années, puis il y a la main d'œuvre, malheureusement là aussi elle n'a pas été formée, elle n'est pas là. Et si c'est fait pour acheter des armes à l'étranger, quel est l'intérêt? Donc que va-t-on faire de ces 100 milliards d'euros encore une fois là? Secret, on ne sait pas. Donc c'est un petit peu dangereux, hein, sachant qu'aujourd'hui avec tout ce qui est IA, etc., tout ce qui est numérique, elle est là la guerre, hein, et puis également guerre économique bien entendu. Donc c'est ça qui est très dangereux et qui moi m'inquiète, d'autant que la France, hein, on a eu la confirmation des indicateurs des directeurs d'achat, est évidemment en récession, je le montre régulièrement tous les mois, mais c'est important. Là on a le PIB français, pour l'instant ça baissote un peu, ça baissait de 0,1% au quatrième trimestre, mais ça va s'effondrer évidemment, hein, sa courbe bleue c'est le glissement annuel, donc on voit bien que la courbe rouge c'est l'indicateur des directeurs d'achat, tout secteur confondu, c'est un effondrement, donc on pourrait avoir une très forte baisse du PIB et ce climat anxiogène ne va évidemment pas arranger la situation. Donc la récession va s'aggraver, le chômage va encore augmenter, voilà ce que nos dirigeants sont en train de faire malheureusement pour la France. Alors c'est vrai que piètre consolation, ça ralentit également dans le monde entier. Là on a l'indicateur des directeurs d'achat, donc monde, on est sur un plus bas depuis décembre 2023, vous voyez qu'on passe sous les 3% de croissance au niveau mondial, donc même au niveau mondial ça commence à ralentir. Évidemment, parce que si on a un risque de guerre mondiale, ça fait peur. Et puis il y a également le protectionnisme américain, voire mondial, qui là aussi risque de casser le commerce mondial et de faire mal à l'ensemble de l'économie mondiale. Comme tous les mois, je vous ai mis également les indicateurs des directeurs d'achat, donc composites pour tous les principaux pays qui publient ces chiffres. Voilà, alors il y a l'Inde pour l'instant qui résiste, mais tous les autres pays ont un ralentissement plus ou moins marqué. Vous prenez les pays qui vous intéressent. Là, effectivement, on a le monde. On voit que les Américains également ont ralenti. C'est un peu moins mauvais que prévu, mais ça ralentit fortement là aussi. Donc prudence. Au niveau mondial, on est à 51,5. La Chine également, ça monte un petit peu. Vous voyez qu'on est à 51,5. Donc pour la Chine, c'est 4,5% de croissance. C'est hautement insuffisant, bien entendu. Et donc c'est particulièrement là aussi inquiétant. On a la Russie 50,4, l'Allemagne 50,4. Ça va un petit peu mieux, on va-t-on dire, se stabilise dans la zone euro. Puis après, les pays en récession, l'Afrique du Sud, le Canada, nos amis canadiens, malheureusement, ça repart à la baisse. Vous avez failli nous battre, hein, à quelques points près, mais non, la France est restée pour le 5e mois consécutif la lanterne rouge de l'économie mondiale. Lanterne rouge, selon les indicateurs des directeurs d'achat, c'est le pays où il y a la plus faible activité et même la plus grave récession, peut-on dire. Voilà où est la France aujourd'hui. Et si évidemment on continue sur ce climat anxiogène, ça ne va pas améliorer la situation malheureusement. Et alors pour ne rien arranger, on a également un mini krach boursier qui s'opère aux États-Unis, assez incroyable. On va voir ces chiffres. Alors bien sûr, je vous rappelle qu'on partait de sommets historiques. Donc il y avait quand même une bulle qui s'était formée. Donc là, on a un dégonflement de la bulle, mais qui est assez abrupt. Là, on a donc le Standard & Poor's 500, donc c'est le grand indice américain, les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc ça fait qu'on avait eu une hausse de la fin 2022 au 19 février 2025 de 72%. Vous voyez, cette flambée assez incroyable. Mais là, en quelques jours, hein, entre le 19 février et le 10 mars, moins 8,6%. C'est vraiment une tendance très descendante qui est assez incroyable, vraiment abrupte. Donc c'est un plus bas depuis le 12 septembre 2024. Donc pour montrer qu'il y a bien un mouvement de panique qui est là, on s'inquiète. Alors évidemment en plus Donald Trump a parlé d'un risque de récession, donc ça a aggravé la situation. C'est sûr que dans un premier temps, quand on met des droits de douane, ça fait de l'inflation, ça limite le commerce, et donc évidemment il y a des risques là aussi de récession. Parallèlement, alors c'est encore plus grave si on regarde l'indicateur du Nasdaq, donc des indicateurs des valeurs de croissance, comme on dit. Alors regardez bien, en 13 jours de bourse, moins 12,9%. Alors c'est vrai que bon, on avait des sommets historiques, on avait fait 97,5% de hausse entre décembre 2022 et décembre 2024. Bon, donc c'est logique qu'on ait ce ralentissement, mais quand même, ouais, c'est très volatile, on l'a souvent dit ici, je vous l'ai souvent dit, attention, il y a une grosse volatilité, mais il y a quand même moins 12,9%, quasiment moins 13% en 13 jours. On pourrait avoir ensuite évidemment un rebond, mais ça montre bien que la nervosité est là. Il y a des grandes inquiétudes sur les marchés boursiers parce que justement on a été trop loin et aujourd'hui on a besoin de prendre ces bénéfices et notamment bien sûr dans les entreprises de la high-tech ou du Nasdaq au sens large. Et évidemment, tout le monde a parlé de Tesla. Et là, je vous ai mis le cours de Tesla depuis les années 2011. Alors évidemment, ça a flambé. Vous voyez, entre mars 2020 et novembre 2021, ça fait 1602% de hausse. Okay. Après, ça s'est effondré 73,6%.
Et ensuite, donc depuis le début 2023, ça a repris 327%. Donc on voit cette volatilité extrême, et là ça baisse en quelques jours finalement de quasiment 52%. Donc même si on est là, bon, on est quand même plus élevé évidemment qu'en 2020, mais toujours est-il que celui qui a acheté en haut des bulles, bon, il a de quoi s'inquiéter. Donc c'est sûr que ça montre bien la nervosité, et donc il faut rester très prudent sur les actifs boursiers, notamment sur tout ce qui est numérique, tout ce qui est IA également. Regardez, Nvidia par exemple, là aussi c'était la valeur star, hein. Alors c'est sûr que ça a pris 1230% de hausse entre le 14 octobre 2022 et le 6 janvier 2025, on a eu des sommets historiques, et ensuite moins 28,4%, dont moins 23,6% sur les 12 derniers jours de bourse. Vous voyez que là aussi, hein, c'est comme le Nasdaq tout à l'heure, ça fait mal. On a vraiment une tendance baissière qui est assez forte, donc il y a une surréaction, il y a une inquiétude qui est bien là, sachant que les marchés américains avaient été beaucoup trop loin certainement, donc là on a un juste retour des choses. Si on regarde sur le CAC 40, alors justement, comme on a moins flambé, il y a eu moins d'augmentation du CAC 40, ben là, ça baisse un petit peu moins. Ça résiste finalement. Vous voyez qu'on a seulement 1,8% de baisse, hein, depuis le 6 mars. On avait quasiment un nouveau sommet historique au 6 mars. On avait 14,8% donc, de hausse entre le 27 novembre et le 6 mars. Donc c'était quand même assez net. Donc il y a bien cette surperformance du marché parisien par rapport au marché américain, parce que justement, on avait une sous-performance depuis 3-4 ans. Donc c'est logique que ça baisse moins aujourd'hui. Mais tout de même, ça interroge. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? C'est vrai que si les marchés américains baissent autant et que le CAC 40 ne baisse pas autant, il y a peut-être un petit problème au niveau de l'ajustement des investisseurs. Qui est derrière tout ça? Et c'est là où on voit cette attaque du dollar la semaine dernière, assez incroyable. Le dollar s'est effondré, donc l'euro mécaniquement a augmenté, hein. C'est pas tellement l'euro qui a monté, c'est surtout le dollar qui s'est effondré. Alors justement là on voit cette attaque spéculative sur le dollar, hein, finalement. Donc regardez bien, en 5 jours, l'euro est passé donc de 1,037 $ pour 1 euro à 1,086. Donc il y a cette tendance incroyable, donc une baisse du dollar, et donc mécaniquement une hausse de l'euro. C'est vrai qu'on ne l'avait pas anticipé, moi je pensais même qu'on allait plutôt baisser. On était même, rappelez-vous, à 1,02 $ il y a quelques semaines, hein. Donc ça pour dire que là, on a une attaque spéculative, les investisseurs s'en sont inquiétés. D'où vient cette attaque? On ne le saura pas, peut-être même jamais, mais c'est vrai que globalement, c'est un petit peu anormal. Pourquoi? Parce que dans le même temps, l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et la zone euro, donc l'écart de taux d'intérêt entre le dollar et l'euro, s'est élargi à l'avantage du dollar. Regardez bien, c'est ce qu'on voit sur le graphique suivant. On a ici donc, le taux d'intérêt monétaire, hein, le taux objectif des Federal Funds de la Réserve fédérale. Donc on se maintient à 4,50%, alors que dans la zone euro, on est descendu à 2,65%. Vous voyez, l'écart s'élargit, ce qui aurait donc dû faire encore baisser l'euro. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est ce qui montre qu'il y a quand même une attaque spéculative sur le dollar, et donc le dollar pourrait repartir quand même à la hausse. Donc soyons extrêmement prudents, ce n'est pas durable, c'est un mouvement spéculatif, donc on se rend bien compte que les marchés sont aujourd'hui extrêmement volatiles, donc il faut être là aussi très prudent. Alors c'est vrai qu'on a eu également un argument économique assez incroyable aux États-Unis, c'est l'explosion du déficit extérieur américain au mois de janvier, des chiffres complètement fous, regardez bien. On a eu 131,4 milliards de dollars sur un seul mois. Hein, vous voyez, c'est quelque chose de complètement fou. C'est la courbe bleue ici. Vous voyez bien, on n'a jamais vu ça. Hein, tout simplement, c'est des records historiques. Et puis surtout une telle augmentation qui est d'ailleurs liée à une augmentation de 10% des importations. Vous voyez, parce que beaucoup d'industriels américains notamment se sont dit, comme il va y avoir des droits de douane, autant acheter dès maintenant. Et donc on a eu les achats, donc les importations aux États-Unis, notamment sur l'acier, également sur l'or, qui ont très fortement augmenté en se disant, bon, au moins, on n'aura pas les droits de douane. Mais ça appelle également là aussi une correction. Sur 12 mois, on est à quasiment 1000 milliards, 982,4 milliards de déficit extérieur américain. Donc là, on voit bien que pour l'instant, ça fait mal, mais il y aura un effet de correction. C'est aussi pourquoi le dollar a fortement baissé, même s'il y a au-delà de ça, cette tendance justement spéculative qu'on ne maîtrise pas par définition. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le même temps, on a eu un excédent commercial incroyable en Chine. Et oui, un record historique, regardez bien. Donc en janvier-février, parce que vous savez qu'avec le nouvel an chinois en janvier, il n'y a pas de chiffres, donc c'est toujours sur 2 mois, 170,52 milliards d'excédents sur 2 mois, du jamais vu. Et regardez bien, sur 12 mois, 1038,47 milliards de dollars. On a dépassé les 1000 milliards de dollars d'excédent commercial chinois. Donc vous voyez, la Chine, elle a du mal effectivement en interne, ça c'est sûr, il y a une croissance intérieure qui a des difficultés, notamment avec le secteur de l'immobilier. Donc justement, ils se rattrapent, ils essayent de se rattraper sur les exportations, ils font du dumping, ils baissent leurs prix, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on a cet excédent chinois assez incroyable. Et d'ailleurs, regardez bien, c'est intéressant parce qu'on a vu le dollar qui a beaucoup baissé face à l'euro,
Mais face au yuan chinois, ça n'a quasiment pas bougé. Vous voyez, il y a quand même, on a toujours une tendance donc, à la baisse du yuan depuis quelques années, et ça n'a quasiment pas bougé, parce qu'en Chine, on a le contrôle d'échange. Donc les Chinois ne sont pas fous, ils savent que si jamais le yuan s'apprécie trop par rapport au dollar, ça va évidemment casser les exportations chinoises. Donc ils maintiennent un yuan artificiellement bas, donc là on est autour des 7,20 à peu près yuan pour un dollar, sachant que le niveau d'équilibre c'est 3,50 yuan pour un dollar. Vous vous rendez compte, il y a quasiment du simple au double de dépréciation permanente du yuan par rapport au dollar, justement pour garantir un certain niveau des exportations chinoises, donc un excédent commercial historique. Donc voilà, là aussi, à quoi veut s'attaquer Trump. Donc là aussi, il y aura certainement des négociations entre la Chine et les États-Unis, mais c'est sûr qu'on se rend bien compte que l'euro est quand même le dindon de la farce, puisque finalement, si l'euro s'apprécie fortement, là aussi, ça risque de casser le peu d'activité qui nous reste, notamment au niveau des exportations, alors que sur la Chine, ça ne bouge pas. Vous voyez que attention, encore une fois, regardons bien à qui profite le crime, comme on le dit souvent. Et donc là, c'est le danger qui effectivement nous menace, notamment sur l'économie mondiale et en particulier sur l'économie française et européenne. Donc, dans ce contexte très compliqué, comment protéger notre épargne? Alors, j'ai envie de dire d'abord, faire preuve de bon sens. Ne jamais oublier le couple rendement-risque. Si le rendement est élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. Si on vous dit le contraire, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, je profite de ça pour vous dire attention aux arnaques. Et j'ai été victime malheureusement d'une attaque informatique assez incroyable, puisque beaucoup ont envoyé sur les réseaux sociaux des publicités avec mon image, ma photo du moins, en disant que je promettais, etc., des produits financiers avec un rendement énorme, etc., sans risque. Ce n'est pas moi. Donc s'il vous plaît, bloquez tout ça. Je l'ai fait, je n'arrête pas de le faire, mais c'est vraiment une attaque, puisque dès qu'on bloque, j'ai pris justement des webmasters justement pour arrêter ça, j'ai porté plainte, mais ça ne sert à rien, parce que dès qu'on les bloque, 2 jours après, il y a une nouvelle pub. Donc je vous en prie, je vous en supplie, j'ai envie de dire, bloquez ces personnes-là, ces personnes malveillantes. Donc n'oubliez jamais le couple rendement-risque, et en ce qui me concerne, jamais, évidemment, je ne vous ferai ce type de conseils. Moi, je suis toujours pour la prudence, bien entendu. Donc, je suis avec vous sur la chaîne YouTube, bien sûr, également sur mon site marctoiti.com. Mais si vous recevez des messages bizarres où justement je vous promets monts et merveilles sur des placements financiers, ce n'est pas moi. Donc voilà, merci de faire passer l'information. J'en profite parce que c'est important. Là aussi, c'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne peut rien faire finalement. Porter plainte, on ne les retrouvera jamais. Alors on dit peut-être qu'ils viennent de tel ou tel pays, etc. Des pays d'ailleurs, c'est assez surprenant, je ne dirais pas lesquels, mais c'est assez surprenant. Mais toujours est-il que, non, c'est ça le danger également de cette informatique. Donc il faut utiliser l'informatique pour le bien. Donc voilà, ne l'oublions pas, le couple rendement-risque. Donc merci de bien bloquer toutes ces fausses pubs et de ne pas croire justement que je pourrais vous annoncer de tels rendements, etc. Donc ensuite, bien choisir sa banque, faire jouer la concurrence, parce que là aussi, les frais sont énormes. Il y a beaucoup de banques en ligne justement où c'est un peu moins cher, mais il faut là aussi faire jouer la concurrence. Et donc ne faites confiance qu'aux compagnies d'investissement qui sont validées, qui sont agréées par l'AMF. Donc vous allez sur le site amf-france.org et là vous avez effectivement une sorte de blacklist justement pour voir la liste noire des organismes interdits, des organismes dangereux. Il y en a plein, malheureusement ils en créent en permanence, c'est complètement fou. Donc ne vous faites pas avoir, surtout si vous voulez éviter l'arnaque, rendement risque, c'est ça le plus important. Si on vous promet un rendement élevé avec un risque faible, même si on prend un rendement élevé tout court, il y a anguille sous roche, d'autant qu'on voit bien que la situation est très compliquée. Ensuite, bien sûr, bon, ça c'est ma devise, une de mes devises fétiches, garder une poire pour la soif, vous voyez, j'en bavouille. Donc bien sûr, compte sur livret réglementé, également des métaux précieux, notamment l'or. Là, ça baisse un peu, mais on reste quand même très optimiste. Malgré tout, il faut garder ça en cas de coup dur, en cas de Troisième Guerre mondiale, par exemple. Mais bon, sans en arriver là, avec un petit krach boursier, ça ne fait pas de mal. Et sur les livrets réglementés, même si le taux a un petit peu baissé, mieux vaut ça, vous ne gagnez pas grand-chose que perdre beaucoup. Bien sûr, le plan d'épargne retraite, pour notre retraite, alors j'espère que là, il ne va pas être dévoyé, qu'on ne va pas vouloir l'utiliser en nous forçant à investir dans des produits qu'on ne connaît pas. Et également, alors là, voilà, ça sera la question de la semaine, faut-il ouvrir ou pas un compte à l'étranger et comment faire? Alors, justement, d'un point de vue plus maintenant sectoriel, que faut-il faire? Alors, on vient de le voir, les marchés boursiers, ça va rester extrêmement volatile. Donc vraiment, soit c'est sur du très long terme, soit à court terme, soyez extrêmement prudents. Ça va être les montagnes russes. Donc là aussi, pas de risque inutile. Donc la prudence doit s'imposer, et en particulier sur l'Europe. Pour l'instant, ça résiste en Europe, mais malheureusement, vu ce qui se passe avec le dérapage des comptes publics, ça ne va pas améliorer la situation européenne. Ensuite, évidemment, pas de dette publique, puisque les taux d'intérêt vont encore augmenter, et quand les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser le cours des obligations.
On garde bien sûr du cash, là aussi je l'évoquais tout à l'heure, pas trop mal rémunéré. Bon, c'est vrai que c'est pas génial, bon, on peut atteindre des 3%. Alors aux États-Unis c'est mieux si on est en dollars, et justement, je pense qu'on peut revenir sur le dollar. Là, cette baisse du dollar, elle est intempestive, elle est spéculative, donc peut-être le moment de revenir également sur le franc suisse. Sur l'immobilier, bien sûr, c'est comme pour la bourse, à long terme c'est un bon placement, mais là ça va encore baisser malheureusement, justement à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc dans le meilleur des cas, ça pourra remonter en 2026, donc soyez prudents. Et puis surtout l'immobilier, ça attire beaucoup, je dirais, nos dirigeants qui veulent justement ponctionner au maximum, et on voit l'investissement immobilier qui est en train de s'effondrer. On conserve de l'or, je l'évoquais la semaine dernière justement, on va certainement passer les 3000 $ l'once. Ça reste, quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il en coûte, cette poire pour la soif. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, on voit que c'est également extrêmement volatile. Donc bon, ceux qui aiment prendre les risques, pourquoi pas. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui en conseiller parce que c'est beaucoup trop volatile. Et bien sûr, ma devise, une autre devise, carpe diem. Attention, notre épargne, on le voit, elle est visée, elle est dans le viseur. Donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc profitez de votre épargne, consommez, faites-vous plaisir. Surtout si c'est la Troisième Guerre mondiale, il faut y aller. Il faut garder évidemment ce mouvement d'optimisme. Maintenant, comme convenu, comme promis, la question de la semaine, faut-il ouvrir un compte bancaire à l'étranger dans ce contexte actuel ? La réponse est oui. Ce n'est pas un manque de patriotisme, c'est juste une protection. On ne sait jamais, parce que pour l'instant, on nous dit oui, on va orienter votre épargne, mais que va-t-il se produire ensuite? Donc encore une fois, il faut faire ça dans les règles. Ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas une fraude, etc. Non, on doit ouvrir un compte à l'étranger pour se prémunir, on ne sait jamais. Alors, un pays que vous aimez bien, par exemple, voilà, tout simplement. Et attention, ce compte doit être déclaré au fisc. C'est le formulaire 3916. On peut le faire également sur Internet, sur impôts.gouv.fr, ou même allez-y, il n'y a aucune contrainte, c'est tout à fait clair, bien entendu. Et là aussi, si jamais ça prend l'idée à certains de nos dirigeants de ponctionner nos comptes, ça sera plus dur, effectivement, de le faire à l'étranger. Alors, où ouvrir ces comptes? Alors, bien sûr, beaucoup pensent à la Suisse, sauf que comme beaucoup l'ont déjà fait, la Suisse est devenue très regardante. Et maintenant, elle impose des sommes minimum, ça peut monter jusqu'à 1 million d'euros en minimum pour ouvrir un compte en Suisse si on n'est pas résident suisse. Donc voilà, il faut le savoir, mais bon, on peut toujours négocier là aussi. Le Luxembourg, eux aussi sont devenus gourmands, maintenant ils imposent 300 000, 500 000 euros par compte, donc ça commence à monter. Puis après, bon, on a d'autres pays, finalement Chypre, Malte, Andorre, l'Irlande, l'Allemagne, pourquoi pas la Belgique, le Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni. Enfin, il y a énormément de pays également, bien entendu, si vous appréciez. Il ne faut pas hésiter. Moi, ce que je vous conseille, deux choses, c'est d'abord de prendre rendez-vous. Alors, on peut le faire sur Internet. Il y a bien sûr des banques en ligne qui ne sont pas trop chères, donc pourquoi pas, mais je pense que le mieux, si surtout on a une épargne importante, c'est d'ouvrir des comptes sur place. Il faut aller voir sur place, voir comment ça se passe. Peut-être ça ne va pas nous plaire, et peut-être on ne le fera pas, mais néanmoins, voilà, on va sur place, et comme ça, ça permet d'avoir ce contact, et puis après, évidemment, tout sera par Internet, bien entendu. Encore une fois, ce n'est pas un manque de patriotisme. Je rappelle que cette épargne, c'est un résidu. On a eu un revenu, on a payé nos impôts, on a consommé, et ce qui nous reste, on l'a mis pour nos vieux jours. Donc on n'a pas envie que cette épargne soit mal utilisée, bien entendu, sachant qu'il y a d'autres moyens pour financer la défense que puiser dans notre épargne. Voilà, donc c'est une protection pour notre épargne aujourd'hui. Alors il ne faut pas paniquer, pour l'instant on n'en est pas encore là. On peut juste ouvrir un compte sans mettre tout effectivement dans ce compte-là. Voilà. Mais si jamais demain ça tourne mal, ça tourne au vinaigre, on aura au moins ce compte pour pouvoir se retourner. Je termine avec la bonne nouvelle de la semaine. Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, c'est la baisse des taux d'intérêt de la BCE. Voilà, elle a baissé les taux d'intérêt. C'est une bonne nouvelle, certes, mais elle n'aurait pas dû le faire. Vous voyez bien qu'on a l'inflation qui reste élevée. On est à 2,4% dans la zone euro. Elle a quand même baissé ses taux d'intérêt. Et ça, c'est mauvais signe, on l'a vu tout à l'heure, puisque les taux d'intérêt des obligations d'État ont continué, là aussi, à augmenter. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas crédible. La BCE est en train de perdre en crédibilité. Évidemment, elle prépare l'euro numérique. J'en parlerai dans une vidéo prochainement. Là aussi, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est dangereux pour nous, pour notre épargne, pour notre liberté? On en parlera. C'est vrai que c'est un petit peu inquiétant, mais il n'y a pas encore de détails, va-t-on dire. Mais toujours est-il que cette baisse d'intérêt montre que la BCE n'est malheureusement plus crédible. Alors, quant à faire la planche à billets, certains le recommandent. Alors attention, si on fait ça, ça va encore générer de l'inflation, ça va encore casser la crédibilité de la zone euro. Et là, l'euro va évidemment s'effondrer. Donc, soyons prudents. Espérons simplement que nos dirigeants pourront enfin réfléchir à bon escient, j'ai envie de dire, et seront à la hauteur de la situation, parce que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, malheureusement. Voilà, c'est peut-être un rêve pieux, on doit quand même malgré tout garder l'espoir. Donc merci pour votre fidélité, pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vous êtes formidables. Je suis vraiment très heureux de ce nombre d'abonnés qui augmente, de ce nombre d'abonnés premium également qui augmente. Donc vous connaissez également mon site, donc marctoiti.com. Justement, envoyez-moi un mail si vous voulez recevoir les slides, si vous êtes abonné premium uniquement. Et également, il y a donc une
un nouveau service sur ce site, la newsletter. Alors on me dit non, il faut parler en anglais. Donc la revue hebdomadaire Économie et Stratégie que vous pouvez recevoir donc directement par mail, évidemment, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc merci beaucoup, encore une fois, pour votre fidélité. Il faut garder malgré tout l'espoir, c'est vrai que je suis un petit peu inquiet, mais nous serons là, je serai avec vous pour vous aider et pour vous justement permettre de passer ce cap difficile en espérant que la paix l'emportera au niveau mondial, bien entendu. C'est pas un vœu pieux, c'est pas de la naïveté. Hein. Je rappelle toujours la phrase de Paul Valéry de la semaine dernière. Hein. La guerre, évidemment, c'est un massacre entre des gens qui ne se connaissent pas au profit de personnes qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. N'oublions jamais cela et il faut être vigilant justement et faire comprendre à nos dirigeants que nous voulons évidemment la sécurité, mais nous ne voulons pas évidemment ce climat anxiogène, nous ne voulons pas qu'on prenne notre épargne à mauvais escient. Merci encore pour votre fidélité, portez-vous bien et à très bientôt.